Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce rendez-vous maintenant hebdomadaire de la FCPQ en direct, édition du mardi 19 mai, exceptionnellement, puisque c'était congé hier. J'espère que vous aurez tous et toutes eu l'occasion de bien profiter de ce week-end, ensoleillé pour la plupart. Je vais tout de suite, si vous le permettez, céder la parole à Jean-François Rioux, qui va nous faire le point sur les plus récents développements concernant la mise en œuvre du projet de loi 40. Alors, Jean-François? Oui, merci Hervé. Bonsoir tout le monde. La dernière fois qu'on s'était parlé du projet de loi 40, il y a 2 semaines, on avait discuté des prochaines étapes à venir d'ici l'été pour les outils de la formation pour le projet de loi 40. Donc, cette semaine, l'étape qui était prévue, c'était du côté du ministère de prendre la captation vidéo de la présentation générale du projet de loi 40, donc des informations qui devaient être présentées en présence au courant du mois de mars, avec le contexte, ça a été forcément annulé, reporté. Donc, cette semaine, on attend cette captation vidéo-là. Donc, dès que c'est prêt, dès que les liens vont nous être diffusés, ben, on va s'assurer que dès qu'on le reçoit, qu'on vous le fasse parvenir, que vous puissiez les visionner puis vous informer aussi sur vraiment la présentation générale du projet de loi 40. On s'était laissé aussi en discutant des échéances qui avaient été reportées pour le projet de loi 40, donc les élections au 6 octobre, puis la formation des premiers CA au 13 octobre, 15 octobre. Donc, on avait dit que c'était une lettre du ministre qui demandait à ce que ces modifications-là soient faites, mais qu'on ne savait pas exactement quelle forme que ça prendrait pour officialiser le tout. Donc, c'est la semaine dernière, mercredi ou jeudi, si je ne m'abuse, que c'est rentré un règlement, dans le fond, qui a été publié pour modifier ces dates-là. Donc, dans le règlement, il y a toutes les modifications dans les annexes, puis dans les dispositions transitoires qu'il y avait dans le projet de loi qui ont été modifiées pour le mois d'octobre. Par contre, on avait discuté dans la lettre du ministre qu'il y avait une demande que les directions générales forment un comité consultatif pour la transition qui allait l'appuyer pour les décisions à prendre, donc qui était composé entre autres de parents. Ce comité-là, il n'a pas été prévu dans la loi, dans le règlement qui venait officialiser les dates. Je comprends que c'est un comité qui n'est pas décisionnel, donc pas nécessairement besoin d'assises légales, mais tout de même, nous, on préférait qu'on demandait dès le départ qu'il y ait une directive claire puis qu'il y ait quelque chose, une assise à ça. Donc là, le comité a été omis du règlement. Donc, on a tout de suite signalé cette situation-là au ministre. Il y a une lettre qui a été transmise vendredi dernier, je ne suis plus trop sûr, là, mais une lettre qui a été transmise au ministre pour souligner cet oubli-là, souligner que pour nous, c'est important, puis qu'il a demandé qu'il y ait vraiment une directive claire qui s'ensuive pour la constitution du comité. Mais entre-temps, je pense que ce qu'il faut se rappeler, puis insister aussi pour la suite des choses de la formation des comités qui est prévue pour le 15 juin, c'est que dans la lettre du ministre, c'était une demande et non une suggestion. C'est vraiment indiqué dans la lettre que le ministre demande de former ces comités-là, puis qu'il va recommander fortement de consulter ce comité-là pour certains types de décisions, mais pour ce qui est de la formation du comité consultatif, c'est une demande dans la lettre du ministre. Donc, je pense que pour l'instant, on est en attente de suivi pour le reste, mais il faut se rappeler cette phrase-là dans la lettre du ministre qui dit qu'il demande que ces comités-là soient formés. Donc, dès qu'on a des nouvelles, une mise à jour sur cette demande-là, puis sur l'oubli, en guillemets, de ces comités consultatifs-là dans le règlement, on va vous le faire parvenir. Donc, pour moi, c'était déjà tout pour la portion projet de loi 40. Donc, sur ça, je vais tout de suite passer la parole à Kevin Roy, le président, qui va vous faire une petite revue des médias de la semaine. Salut tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien aussi, que tout se passe bien chez vous. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une
une petite revue de presse de ce qui s'est passé dans les médias au cours des derniers jours, au cours des derniers jours, des dernières semaines. Donc, le 7 mai, en fait, on a intervenu beaucoup. Hein. Je veux juste vous mettre en contexte. Je pense que vous le savez déjà, on a intervenu beaucoup dans les médias, surtout depuis la mi-avril. Donc, je pense que vous l'avez vu aussi passer beaucoup. Donc, on travaille fort pour porter votre voix. On apporte aux décideurs, mais on apporte aussi à l'opinion publique à travers les médias pour s'assurer de bien se faire entendre. Donc, j'y vais avec ma petite revue des derniers jours. Donc, le 7 mai, si je me souviens bien, donc de la date. Donc, la FCPQ, on lève le drapeau dans les médias. Hein, les parents s'inquiètent pour les élèves du secondaire. Donc, on a voulu mettre l'emphase sur les élèves du secondaire. Donc, on pense que c'est en partie, ils font partie des oubliés. Du retour en classe, du retour à l'école. Donc, on a voulu mettre l'accent sur les élèves du secondaire. On parlait beaucoup, le contexte cette mai, là, on parlait beaucoup du retour en classe. Donc, beaucoup des secondaires, beaucoup comment on plaçait les pupitres, la distanciation physique, comment c'était pour... Mais on oubliait un peu de vue là, nos jeunes secondaires dans tout ça. Donc, on a voulu remettre l'emphase là-dessus. 13 mai, donc, première période de questions en présence à l'Assemblée nationale depuis le début de la pandémie. Hein, le ministre de l'Éducation, à ce moment-là, qui a insisté, a dit que l'année scolaire n'était pas terminée. Il a parlé aussi en conférence de presse, si je me souviens bien, juste après. Il parle des ados qui travaillent. Même certains médias qu'on voit, ou celui qu'on voit à l'écran, là, que Roberge gronde les jeunes du secondaire. Donc, il parlait des ados qui retournaient travailler alors qu'ils devraient étudier et évoque la possibilité d'un retour à l'école en ligne à distance en septembre prochain. Donc, ce qui a soulevé encore beaucoup d'inquiétudes parmi les parents. 14 mai, la SCPQ, on réitère nos inquiétudes pour les ados encore une fois. Il y a des experts aussi qui nous appuient. En fait, nous aussi, on s'appuie sur les experts qui évoquent une hausse du taux de décrochage. Donc, c'est M. Égide Royer que vous voyez sur le petit PowerPoint. C'est encore le 14 mai, le gouvernement annonce le report d'ouverture des écoles dans le Grand Montréal. Nous, dans ce cadre-là, on a publié un communiqué pour dire qu'on accueillait. Donc, on prenait acte de ce report-là. C'est sûr que c'est une décision tant que la décision est basée sur la santé publique, on espère que ces décisions-là respectent la santé publique, mais on en a aussi profité pour réitérer. Puis on a fait des petits calculs très simples, considérant que tout le Grand Montréal ne retournait pas à l'école, considérant que tous les secondaires du Québec ne retournaient pas à l'école, à part quelques petites exceptions, puis considérant qu'à peu près la moitié, un petit peu plus que la moitié seulement des jeunes du primaire qui retournaient à l'école. Donc, ça n'en fait pas tant que ça quand on compare, quand on regarde le Québec au complet. Donc, on a mis l'accent là-dessus, puis que c'était maintenant le temps de mettre en place plus sérieusement un soutien pédagogique et professionnel pour les élèves qui restent à la maison, tandis que parce que c'est la grande majorité des jeunes, des élèves qui doivent rester à la maison. Donc, on en a profité pour remettre ça de l'avant, puis aussi, certainement aussi la démotivation, le décrochage au niveau des évaluations, est-ce que c'est obligatoire ou non. Donc, les outils informatiques aussi. Donc, à travers ce communiqué-là, on a profité pour passer aussi nos autres messages qu'on martelait déjà depuis quelques temps. Suite au communiqué, donc encore le 14 mai, le ministre de l'Éducation il fait la tournée des médias. On entend beaucoup parler pour expliquer que l'année scolaire n'est pas terminée. Je pense qu'il voulait un peu se reprendre sur ses déclarations qu'il avait fait auparavant, la veille, entre autres. Il a aussi dit que les profs doivent fournir une pleine prestation de travail et que les outils informatiques doivent être disponibles pour tous les élèves qui en ont besoin. Puis, il revient aussi en disant que selon lui, il préférerait bien sûr que la rentrée soit en présence au mois de septembre. Finalement, le petit dernier article que je vais mettre l'accent dessus, c'est le 15 mai. Donc, la FCPQ s'inquiète du manque de disponibilité des outils informatiques pour les élèves à la maison.
Donc, beaucoup de parents nous ont appelés, puis des exemples, entre autres, des mères, des pères de famille qui ont 5 enfants à la maison, qui ont tous besoin d'un outil informatique pour pouvoir suivre les classes Zoom. Puis, donc, on voulait remettre ça de l'avant, que oui, il y a eu une annonce, mais que ça prend du temps avant que ça arrive dans nos classes. Donc, moi, c'est la petite revue de presse que j'avais le goût de faire avec vous aujourd'hui. Oui, c'est beau la revue de presse, mais toutes ces informations-là, on les prend de vous, entre autres, hein, puis c'est la raison pourquoi on fait nos petits sondages dans nos FCPQ en direct. On aime ça prendre votre pouls, on aime ça quand vous nous écrivez. On prend toutes vos notes, vos commentaires, on les prend en note, on les prend en considération. On fait valoir ça aux décideurs, donc ça fait partie de notre mandat. Que tous les parents au Québec soient entendus, puis qu'on ne perde pas de vue aussi la réussite des élèves, la réussite de chacun des élèves. Donc oui, on fait une revue de presse, mais ce que je vais souligner, c'est que c'est vos recommandations, c'est vos éclairages, vos commentaires qu'on met de l'avant quand on parle aux journalistes, quand on parle aux décideurs. Donc, là-dessus, je pense que Corinne est prête. Donc, je vais lui laisser la parole. Bonsoir tout le monde. Ça fait du bien le soleil puis du beau temps. Pour la suite, on va aller dans nos sondages puis votre point de vue pour la semaine. Mais juste avant ça, on va juste faire un petit retour sur la semaine passée parce que la semaine passée, vous avez nous fourni plein d'informations. Puis je vais vous confirmer que ces informations-là, le mercredi matin, mardi matin, le lendemain, l'équipe, Marie-Hélène, moi, puis Hervé, on met à la tâche le bonne heure le matin pour préparer le document. Puis avant midi, habituellement, il y a un document qui est envoyé aux autorités puis aux décideurs avec le compte-rendu de notre rencontre, puis des points plus importants. Pas tous les détails, parce que je vais vous dire qu'on a des pages puis des pages, mais pour la semaine passée, juste pour vous donner une idée des informations qu'on a envoyées, concernant la consolidation versus les nouveaux apprentissages, la grande majorité des parents étaient d'accord avec l'usage de la formation à distance afin de compléter l'année scolaire. Aussi, pour sauver l'année scolaire, les parents souhaitaient que tous les efforts possibles soient concentrés afin de sauver l'année scolaire de tous les jeunes. Il faut que les élèves à risque, ceux qui étaient en difficulté aux situations d'échec après la deuxième étape, soient considérés en priorité. Ça, c'est qu'est-ce que vous avez nous fourni la semaine passée. Concernant les informations relatives à la formation à distance, il semble que seulement un tiers des parents des élèves secondaires avaient reçu toutes les informations nécessaires pour le démarrage de la formation à distance. Je pense que pendant la semaine, il y a des choses qui sont arrivées. Puis, il y a encore une confusion. Alors, même après une semaine qu'on a commencé à recevoir des informations, il y avait encore une confusion. On a aussi parlé des évaluations des apprentissages puis des bulletins. Vous avez nous fourni des informations la semaine passée. Je vous dis qu'il y a une forte majorité qui était contre un troisième bulletin, mais quand on commence à aller plus loin, c'est vraiment divisé. Alors, ce soir, on va parler encore de le bulletin pour essayer de voir si on aurait fini ou on va arriver plus à un consensus une semaine plus tard. Puis aussi, la semaine passée, on avait parlé pour les élèves secondaires, les principaux défis. Puis, on va aussi faire une validation de ça ce soir pour voir si c'est les mêmes défis semaine après semaine qui restent. Alors, si tu dis, hey, c'est plate, ils posent le même sondage que la semaine passée, mais c'est pour voir s'il y a une évolution dans qu'est-ce qui se passe sur le terrain, parce que ça aussi, c'est important de passer aux autorités que, OK, des choses qui sont changées, des choses qui sont améliorées ou des choses qui sont empirées si c'est le cas. Alors, ce soir, on va commencer avec une validation de le sondage qui a été fait la semaine passée. C'est vraiment concernant les écoles secondaires. Alors, on demande juste les personnes qui ont des enfants à l'école secondaire. Alors, parce que toutes les écoles secondaires, à part de certaines écoles handicapées, sont tous en formation à distance. On va parler de vos défis. Alors, c'est la même question que la semaine passée. Hervé va vous lire la question, mais on vous demandait c'est quoi votre plus gros défi présentement avec vos adolescents. À part qu'il fait beau, qu'il veut tout aller à la plage ou aller jouer au soccer ou à tennis ou quoi que ce soit, mais c'est quoi vos défis? Oui, alors, je vous présente la question. Je vous avise tout de suite que c'est un choix multiple, donc vous pouvez cocher plus d'une réponse. Donc, tous les défis auxquels vous faites face.
Si vous avez des enfants au secondaire, quels sont les principaux défis qui se posent à vous quant à la poursuite des apprentissages à distance? Donc, parmi les choix, il y a évidemment la motivation de votre jeune, Corinne en parlait avec l'arrivée du printemps, ces choses-là. La conciliation de la formation à distance avec l'emploi qu'occupe votre jeune, votre capacité ou disponibilité à encadrer ou soutenir votre jeune dans ses apprentissages à distance, la disponibilité des outils technologiques, on sait que ça a été un enjeu jusqu'à récemment. Alors, est-ce que ça a été encore un enjeu pour vous? L'organisation des horaires, le vôtre, celui de votre jeune, l'espace disponible chez vous, les besoins particuliers de votre jeune. Alors, si vous avez un jeune avec des besoins particuliers, HDA, est-ce que c'est un enjeu pour vous? La communication avec l'école et la confusion aussi des informations quant au caractère obligatoire des apprentissages. Et finalement, vous pouvez cocher aucun ou autre si le choix de réponse, aucun des choix de réponse ne correspond à votre réalité. Alors, je mets fin au vote et voilà, et je vais vous afficher les résultats. Ah, ils ne sont pas en ordre de pourcentage, mais si tu veux, je vais vous donner les résultats de la semaine passée puis les résultats de cette semaine. Alors, la semaine passée, le numéro 1, c'était la motivation, puis cette semaine, c'est la motivation. La semaine passée, le numéro 2, c'était la confusion des informations reçues. Puis, c'est encore notre numéro 2. Oui. Alors, puis le numéro 3, c'était ma capacité ou disponibilité pour encadrer, puis c'est encore le numéro 3. Puis, je pense que ça suit pas mal la même chose. Mais demain matin, on va les mettre vraiment un à côté de l'autre. Mais aussi, on voit que l'organisation des horaires, oui, je comprends. J'entends toutes sortes d'histoires avec du monde qui a 4 enfants, puis tout le monde a besoin de la Zoom en même temps pour faire leur cours de maths. C'est très intéressant. Alors, merci pour vos réponses, puis ça va nous aider à envoyer des informations propices aux personnes décideurs. Alors, on va continuer. Puis, tel que promis la semaine passée, on va parler de l'école primaire. Là, suite à une semaine de la rentrée pour, comme Kevin a dit, peut-être une 25-30% de tous les enfants du Québec, qu'on enlève tous les secondaires puis tous les primaires dans la grande région de Montréal, il y a quand même peut-être une 25% des enfants qui sont retournés à l'école. On veut voir comment c'était la semaine passée, la rentrée. Alors, ici, on a 2 questions, mais une question pour commencer, si je ne me trompe pas, Hervé, vous pouvez la partager. Le retour à l'école, on veut juste savoir combien de personnes parmi nous ce soir a retourné leurs enfants à l'école. Alors, Hervé va vous lire la question. Donc, ce qu'on vous demande, c'est si vous résidez ailleurs que dans la communauté métropolitaine de Montréal, évidemment, là où l'école a repris au primaire. On vous demande si vous avez envoyé votre enfant ou vos enfants de niveau primaire à l'école depuis lundi dernier, soit depuis le 11 mai. Donc, je vais mettre fin au vote et vous partager le résultat. 42% à retourner les enfants, 9% oui, mais pas tous les enfants, puis 48% qui ne sont pas retournés les enfants. Alors, ça maintient la tendance, c'est 50-50 à peu près. Alors, oui, voilà, super. Puis, la deuxième question, c'est au niveau de l'organisation des services éducatifs que vous avez reçus, l'organisation et les services éducatifs. Je m'excuse. Alors, on va vous poser des questions sur comment c'était organisé les écoles, puis aussi comment c'était au niveau des services éducatifs. Alors, encore, Hervé va afficher les questions, puis il va vous lire les questions. Alors, cette fois, il y a 2 questions distinctes. La première porte sur les mesures d'organisation, les mesures d'hygiène. Alors, on parle d'organisation. Donc, si vous avez envoyé vos enfants à l'école, quel est votre niveau de satisfaction quant aux mesures prises pour prévenir la propagation de la COVID-19 et protéger la santé de vos enfants? Donc, entièrement satisfait, plutôt satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout. La deuxième question, c'est un peu la même, mais celle-là porte sur votre niveau de satisfaction par rapport aux services éducatifs que votre enfant ou vos enfants reçoivent à l'école dans ce contexte-là, évidemment, avec toujours les mêmes choix de réponse, entièrement satisfait, plutôt satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout. Je partage les résultats. Bon, wow, super. Alors ça, c'est le fun positif. Ça va donner quelque chose de positif à dire dans les prochaines rencontres. Que presque 100% sont satisfaites ou plutôt ou entièrement satisfaites avec les mesures mises en place pour la santé publique. Alors ça, c'est très encourageant. Puis même chose pour les services éducatifs. Alors ça, c'est vraiment le fun parce que c'est beaucoup de monde a beaucoup d'inquiétudes. Puis alors, merci pour nous partager ces bonnes nouvelles-là
c'est le fun de savoir que c'était une grande réussite. Puis je vais vous dire que les directions, des directions puis les enseignants dans les écoles, quand tu vas les croiser ou les voir, envoyer des beaux messages parce qu'ils sont travaillent fort pour mettre en place toutes les mesures nécessaires puis tout ça. Alors, merci. On va poursuivre avec la formation à distance pour les primaires. Alors, tous les autres enfants au primaire qui ils sont en formation à distance présentement, on a des questions pour vous autres, surtout concernant le service éducatif pour commencer. Alors, Hervé va vous partager les questions sur ça. C'est un peu le même genre de question. On vous parle de satisfaction. Donc, si vous avez des enfants de niveau primaire qui restent à la maison, quelle que soit la raison, que ce soit votre choix ou parce qu'il ne peut pas aller à l'école, alors quel est votre niveau de satisfaction quant au service éducatif offert à distance par votre école ou votre milieu scolaire? Donc, je vous partage le résultat. On est plus au centre, c'est plus partagé que pour la question précédente, Corinne, n'est-ce pas? Oui, alors c'est très intéressant comme réponse, plutôt ou pas très satisfaite. Alors, il y a des choses pour la formation à distance pour les primaires qui ne sont pas idéales non plus. On va permettre de dire ça à ce moment ici. Alors, la prochaine question, c'est semblement la même question qu'on a posée au secondaire, mais c'est vraiment, c'est quoi le défi que vous avez pour la formation à distance pour les écoles primaires? C'est sûr, on a enlevé les emplois des enfants parce qu'au primaire, j'espère qu'il n'y a pas des emplois. Ça se peut certaines exceptions, mais on a enlevé ce choix-là. Alors, Hervé, vous pouvez partager les questions. Donc, si vous avez des enfants de niveau primaire qui restent à la maison, encore une fois, bien, cette fois, c'est donc la même question que pour le secondaire, comme Corinne l'expliquait. Alors, quels sont les principaux défis qui se posent à vous quant à la poursuite de leurs apprentissages à distance? Évidemment, on a enlevé le choix concernant l'emploi parce qu'on est au Canada, fait qu'on n'a pas le droit de faire travailler les enfants d'âge du primaire, bien entendu. Donc, pour le reste, c'est sensiblement les mêmes choix de réponse qu'on avait au début pour le secondaire. Donc, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Ici, on voit que le numéro 1, c'est aussi la motivation des enfants. Tout à fait. L'organisation des horaires, la confusion des informations, la communication avec les écoles. Alors, c'est très parlant. Ça va être des informations très intéressantes à partager avec les autorités. Alors, merci pour votre franchise puis pour nous partager vos inquiétudes. Puis la semaine passée, on avait des adolescentes qui étaient avec nous, puis on a partagé leurs commentaires aussi. Je vais vous dire que dans une rencontre avec la ministre la semaine passée, j'ai lu une couple de commentaires qui viennent des jeunes qui étaient avec nous, puis j'ai dit ça vient comme ils disent en anglais, from the mouth of babes. Alors, de la bouche des enfants, ça ne peut pas être meilleur que ça. Alors, on va continuer, puis ça, c'est pour tout le monde maintenant. On va embarquer dans les sondages éclairs pour la fin d'année scolaire concernant les bulletins puis les notes finales. Puis, il y en a beaucoup d'encre qui est coulée aussi sur ça dans les médias dans les derniers jours. Et il y a certaines questions que c'est vraiment une validation de ce qu'on a demandé la semaine passée. Il y a quand même, je vais dire, au moins une nouvelle question dedans. Puis maintenant, ce n'est pas juste pour le secondaire. La semaine passée, on avait vraiment adressé pour le secondaire. Maintenant, c'est pour l'ensemble, pour tous les enfants du Québec, n'importe s'ils sont en secondaire, en primaire, à la maison, pas à la maison, etc. Alors, la première question, c'est concernant le bulletin de la troisième étape. Juste avant, je vais vous rappeler qu'il y a une différence entre le bulletin de la troisième étape et la note finale. Le bulletin de la troisième étape, c'est depuis votre dernier bulletin que vous avez reçu. La plupart du monde, c'était dans le mois de mars, puis la fin de juin. Puis après ça, les 3 étapes, la première jusqu'à novembre, novembre à février au mars, mars jusqu'à la fin d'année, ça fait une note finale pour l'année. Alors, l'étape 3, c'est vraiment ça qu'on pose question là-dessus. Que vous avez des enfants au primaire ou au secondaire, êtes-vous favorable à la production d'un bulletin pour la troisième étape? Go! Et je vous partage les résultats et vous allez voir, quand je parle d'une tendance, c'est clair. Oups-paraï! 75% du monde ne sont pas d'accord avec un bulletin de la troisième étape. Alors, merci, c'est très parlant. Puis, je ne vais pas vous cacher qu'il faut que ce message-là il est envoyé. Puis,
j'espère que vous vous sentez à l'aise que je vous partage cette information-là. On n'a pas de droit mais de partager. Puis on sait que bientôt, il va y avoir un règlement concernant le bulletin, puis les notes finales, puis comment ça va tout gérer. Présentement, dans le réseau scolaire, tout le monde dit, je m'excuse, toutes sortes d'affaires, mais personne ne sait exactement qu'est-ce que ça va être parce qu'il n'y a pas de règlement qui a été fait, puis il va déposer prochainement. Cette information-là, très, très pertinente et très importante. Pour la prochaine question, c'est concernant le bulletin pour tous. On a parlé la semaine passée, surtout au secondaire, pour, en guillemets, je vais l'utiliser, sauver l'année scolaire. On sait qu'il y a certains enfants qui étaient en difficulté, vulnérables ou en difficulté à la fin de la deuxième étape. Est-ce que pour ces enfants-là, un bulletin de troisième étape, ça va être bienvenu? Donc, on vous demande, dans l'éventualité d'un bulletin de troisième étape, donc, quels enfants devraient recevoir, quels élèves devraient recevoir un bulletin pour la troisième étape? Donc, les choix, c'est soit tous les élèves, seulement les élèves du primaire, seulement les élèves du secondaire, seulement les élèves à risque ou en difficulté ou en situation d'échec à la deuxième étape ou aucun. Et je partage les résultats. Donc, alors, encore 43% qui maintient aucune. Il y a 22% qui disent tous les élèves. Alors, on peut voir que c'est le 25% d'avant. Puis, il y a 30% qui disent que pour les enfants à risque, en difficulté ou en situation d'échec à la deuxième étape. Alors, c'est intéressant quand même de voir le nombre de personnes qui, comme la semaine dernière, nous disent que, écoute, il faut qu'il y ait un bulletin, il faudrait surtout que ce soit une occasion pour les élèves qui étaient en difficulté au moment où tout a été arrêté, de pouvoir justement se rattraper, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Effectivement, dans ce cas-là, un bulletin pourrait justement permettre d'équilibrer les choses. Par contre, c'est ça, on voit que pour les autres, là, la préférence est cohérente avec la question précédente. Excellente. Oui, Ensuite, la prochaine question, c'est concernant la mention réussite et échec. Si il y a effectivement un bulletin, est-ce que vous êtes d'accord avec la réussite et échec? On a eu cette même question-là la semaine passée encore, mais il y a une validation. Oui. Et puis là, évidemment, on s'adresse à tous les parents et non pas seulement aux parents du secondaire, encore une fois, alors primaire ou secondaire, sans distinction. Alors, s'il doit y avoir un bulletin pour la troisième étape, êtes-vous favorable à ce que les mentions sur ce bulletin-là, ce soit réussite ou échec seulement, plutôt que des notes? Et je vais vous partager les résultats. Encore 48% pas favorables à un bulletin. Puis pour la réussite échec, 38% qui disent ils sont d'accord avec, puis 14 non. OK. Bon, alors, très intéressant. Le prochain sujet, que c'est vraiment la pré-consultation, j'appelle ça. On commence vraiment à aller voir vers l'avenir, la rentrée scolaire 2020. C'est le ministre qui l'a mis sur la place publique assez flagrant la semaine passée. Puis ça a posé toutes sortes de questions. Je vais vous partager qu'on va avoir une présentation cette semaine sur les scénarios qui sont étudiés. Puis on va avoir une consultation suite à ça. Sur ça, la première question, Hervé? Donc, voilà, c'est si vous pouviez vous adresser directement au ministre, ce serait quoi le souhait que vous voudriez lui transmettre par rapport à la forme, à la formule, à la prochaine rentrée scolaire, donc celle de septembre ou septembre prochain. Donc, les choix, l'école en présence physique pour tous les élèves, l'école en présence pour certains élèves et à distance pour d'autres, l'école en alternance entre présence physique et enseignement à distance, selon des horaires cycliques, on comprend, ou alternatifs. Et enfin, la possibilité pour chaque parent de choisir la formule qui lui convient mieux, en fait, qui trouve qui convient le mieux pour son jeune ou ses jeunes. Et je vais vous partager les résultats. Oh, 43% veulent tous les enfants en présence, 29% le choix de la parent. On aime ça, les choix des parents. Puis 20% en alternance. Alors, ça, je peux comprendre que s'il n'y a pas d'espace pour la distanciation, on peut faire un hybride, puis tout le monde avoir son tour à l'école. Puis 9% école pour certains élèves. Alors, vraiment, ce n'est pas souhaitable qu'il y ait certaines qui ils sont juste écartés, puis il faut qu'ils restent à la maison. Il faut vraiment avoir le choix, idéalement pour tout le monde à l'école, ou une alternance ou un choix de parents avec leur élève pour la présence à l'école. Excellent. Clairement.
Puis, une autre question, puis là, j'espère que personne ne va paniquer, là. C'est pas fondé sur quelque chose qu'on a entendu, mais c'est une question pour vous faire réfléchir, parce que je sais que dans les prochains jours, si pas déjà fait, les prochaines semaines, tu vas avoir toutes sortes de questions à faire à vos conseils d'établissement, entre autres, pour vos projets, pour vos frais chargés aux parents, pour toutes sortes d'affaires. On va poser la question sur les projets particuliers pour avoir votre pouls. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est tout un défi, ces projets-là. Alors, comme je dis, ce n'est pas basé sur quelqu'un qui a dit qu'il n'existait plus de projet ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une réflexion commune qu'on veut faire sur cette question-là, comment on peut soit adapter ou pas adapter ou quoi que ce soit sur ces projets-là. Alors, Hervé, avec Oui. grande prudence, on va lire les questions. Oui. Encore une fois, on vous le répète, partez pas de rumeurs, c'est pas des rumeurs, c'est vraiment des questions qu'on a inventées aujourd'hui. Donc, selon vous, que devrait-il advenir des projets pédagogiques particuliers, comme par exemple le sport-études, art-études, etc., pour la prochaine année scolaire, là? Alors, sachant que la prochaine année, la prochaine rentrée ne se fera peut-être pas selon les modalités normales. Donc, les programmes particuliers devraient être entièrement annulés. Il devrait être suspendu jusqu'à nouvel ordre, donc peut-être en courant de l'année pourrait reprendre. Il devrait être adapté pour tenir compte des directives sanitaires. Il devrait être maintenu seulement s'il n'implique pas d'activité de groupe, ou il devrait être maintenu tel quel, c'est-à-dire sans aucun changement. Je vous partage les résultats. Il devrait adapter pour tenir compte des directives. Oh, wow! Ouais. Quelle sagesse! En compte des directives. Alors, je pense que c'est vraiment très parlant. C'est une question. Pourquoi on a posé cette question-là? C'est pour vous faire réfléchir qu'il faut penser à l'école autrement. On s'entend dans les médias qu'il ne va pas de vaccin pour tant de mois, il ne sait pas s'il va avoir un traitement, peut-être qu'il va avoir un traitement. Alors, notre façon de réagir avec du monde dans la société, il faut penser autrement. Alors, notre prochaine question, c'est une question, qu'est-ce que j'appelle la baguette magique. C'est quoi la priorité? Si tu avais à 30 secondes avec le ministre de l'Éducation, c'est quoi une chose que vous lui dites? Puis je vous dis vraiment, là, pour participer à les rencontres avec lui quand tu as 2 minutes pour faire des points, là, 30 secondes, il faut être très concis dans qu'est-ce que vous voulez. C'est quoi une chose primordiale qu'il ne faut pas oublier pour la rentrée scolaire 2020, en considération qu'on va être encore dans un état sanitaire questionnable? Mais on veut, comme vous avez dit, on veut que nos enfants y retournent à l'école. On veut qu'on adapte les projets. On veut qu'on adapte l'école pour tous. C'est quoi une chose que vous dites à la ministre de l'Éducation si vous avez un baguette magique puis tu peux tous avoir 30 secondes de son temps pour dire une chose? Ça va être très parlant. Ça va nous aider à fournir des informations aux autorités. Puis aussi, tout de suite qu'on va voir la présentation plus tard cette semaine pour préparer la consultation vers nos délégués. Ça va nous guider aussi dans ce processus-là. Alors, voici, vous pouvez envoyer vos informations. Comme je dis, vous pouvez aussi les envoyer par service conseil jusqu'à 8 heures du matin. Après ça, on va commencer les traiter. Alors, pendant que je vous laisse aller avec vos commentaires, je vais juste faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, puis je pense que c'est important de faire ce soir. Faire un merci à l'équipe parce que depuis les dernières semaines, la façon qu'on fonctionne tous les semaines avec l'Institut en direct, c'est assez spécial. Avant, moi et Hervé, on avait presque canné tout ça la semaine avant, mais les nouvelles échangent tellement vite que tous les lundis matins, toute l'équipe de la Fédération, on se rencontre. On fait un topo de qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers jours, puis on prépare c'est quoi les sujets qu'on va traiter. On élabore ensemble des questions qu'on vous soumette pour considération. Comme vous pouvez voir avec tout le média, les sorties médiatiques, les communiqués de presse, Stéphanie qui n'est pas avec nous autres ce soir parce que c'est elle qui reçoit des appels bien souvent à 6 h puis 7 h du matin, même le dimanche matin pour les appels médiatiques. Mais ce soir, je vous remercie. On a quand même avec nous Jean-François qui est là, qui traite
pas juste le projet de loi, mais plein de choses. Hervé, qui le maître de l'orchestre pour mettre en place tous ces diapos-là, toutes ces questions-là. Puis Marie-Hélène, qui est vraiment notre petit moine en arrière, qui prend tout ça après pour le colléger, puis m'a fourni des informations que je peux faire des rencontres, puis transmis à des personnes propices à tout le temps. Alors, ça a l'air tout simple, qu'est-ce qu'on fait quand on le présente le soir, mais je veux remercier l'équipe parce que c'est vraiment un travail d'équipe extraordinaire qui est fait dans les dernières semaines. On fait tout dans notre possible pour vous présenter le mieux qu'on peut, puis pour aussi avoir des bonnes choses ce soir. Alors, avec ça, je vais laisser la parole à Hervé pour les derniers 2 petits points. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est une semaine courte. Yes! Puis après ça, il reste 4 semaines avant la fin de l'année scolaire. On est capable, on est bon, on est belle. Alors, bonne soirée tout le monde. Alors, merci beaucoup, Corinne, et merci évidemment à tous mes collaborateurs. Et merci tout spécialement à tous les gens qui sont ici ce soir, à tous les parents là, qui nous suivent et qui nous questionnent et qui nous diffusent aussi quand ils le peuvent, qui retransmettent nos choses. Alors, je vais quand même, là-dessus, je vais passer à la suite des choses, c'est-à-dire les nouvelles, les activités de la Fédération dans un premier temps. Tout d'abord, les distinctions reconnaissance. On reçoit des questions encore cette semaine, la semaine dernière, on a reçu des questions concernant les distinctions reconnaissance. Pour nous, il demeure important, malgré la situation, malgré ce qui se passe, il reste important de souligner, de reconnaître l'implication des parents. Donc, les distinctions reconnaissance, ça tient toujours pour cette année. Faites-vous-en pas, il n'y a pas d'annulation. On a prolongé la période de soumission des candidatures, pas des candidatures, mais de soumission de lauréats. La période de soumission de lauréats est prolongée jusqu'au 30 juin. Alors, vous avez encore jusqu'au 30 juin pour nous soumettre les noms de personnes que vous souhaitez voir reconnaître, dont vous souhaitez voir reconnaître l'implication par la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, il y a un courriel, d'ailleurs, un rappel qui sera envoyé à tous les comités de parents sous peu. Il y aura aussi un rappel qui sera fait dans l'infolettre de demain. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolettre de la FCPQ, je vous recommande de le faire. C'est sur notre site web, dans le bas de la page d'accueil, vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Et il y aura, évidemment, généralement, on souligne les distinctions de reconnaissance dans le cadre du congrès ou du colloque selon l'année. Mais cette année, il n'y aura pas de congrès, malheureusement, on a dû annuler, mais ne vous en faites pas. On soulignera de façon spéciale les lauréats, les distinctions de reconnaissance pour l'année 2019-2020 lors d'un événement de valorisation qui se tiendra à l'automne 2020. On vous donnera plus de détails à mesure qu'on élaborera la chose. Pour soumettre des candidats, pour soumettre des lauréats, évidemment, c'est sur notre site web, sous « À propos ». Vous allez trouver l'onglet « Distinction reconnaissance ». Alors, vous allez là, tout simplement. Vous allez pouvoir accéder à toute la procédure, à la politique de reconnaissance et au formulaire pour soumettre justement les noms de la personne ou du groupe de personnes que votre comité de parents souhaite faire reconnaître. Je vous rappelle aussi qu'on a un sondage en cours sur la FCPQ en direct. Donc, après une première année de mise en place de FCPQ en direct, on aimerait avoir votre avis sur le format, le contenu, l'heure de diffusion, ces choses-là. Alors, il y a diverses questions à ce propos-là. Donc, vous pouvez, on vous invite donc à répondre jusqu'au 26 mai encore à ce sondage-là. Pour trouver le lien, allez voir sur notre page Facebook. Il est annoncé, ça a été annoncé la semaine dernière, jeudi dernier, je crois, donc le 14. Fait que si vous descendez la publication, genre au 14, vous devriez trouver là, le lien vers ce sondage-là sur la FCPQ en direct. Là-dessus, évidemment, on le voit, là, vous avez l'adresse à l'écran, service conseil. Donc, si vous voulez le lien direct vers le formulaire de sondage, évidemment, vous écrivez là. Mais aussi pour toutes vos questions, continuez de nous alimenter avec vos questions concernant la COVID, concernant la mise en place, entre guillemets, différée du projet de loi, des changements introduits par le projet de loi 40. Vous écrivez toujours à service conseil. Et je vais donc laisser maintenant la parole à Kevin pour le mot de la fin de cette FCPQ en direct du 19 mai. C'est un petit mot de la fin. Bien, Corinne a remercié l'équipe. Moi, j'aimerais aussi me joindre à elle, en fait, pour remercier l'équipe et remercier Corinne beaucoup pour le travail, pour nous mener à bien ces FCPQ en direct. Toute l'équipe qui travaille aussi dans l'ombre pour faire
pour porter la voix des parents, pour défendre l'intérêt de nos enfants, de nos jeunes dans toute la situation qu'on vit. Je veux aussi vous remercier, vous, les parents. C'est grâce à vous si on peut avoir vos commentaires, surtout vous qui participez assidûment à nos FCPQ en direct. Donc, merci encore de participer avec nous, de nous nourrir de vos commentaires comme vous le faisiez. Il reste 5 semaines d'école, il a commencé à faire beau, surtout en fin de semaine. Donc, on ne lâche pas, l'école achève, l'été s'en vient. Puis, on va avoir besoin de vos commentaires là, pour ceux qui font partie des comités de parents, les délégués, les présidents, entre autres. Donc, pour le retour en septembre, donc une petite consultation qui devrait partir très prochainement. Donc, on attend bien sûr un retour en grand nombre de cette consultation-là. Donc, merci encore d'avoir été avec nous ce soir, puis je vous souhaite une bonne soirée.